Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Que se passera-t-il la première seconde de notre mort ? Est-ce qu'on aura l'envie et la force d'envoyer un dernier message à la personne qu'on a le plus aimée ? D'un autre côté, que penser de ces gens qui disent avoir reçu un ultime témoignage d'amour ? Le dernier salut ? Une hallucination auditive ou visuelle ? L'anticipation d'un deuil à faire ? Ou une pure coïncidence ? Aujourd'hui, les derniers témoignages envoyés au moment de la mort. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Et alors Yves, j'aurais pu ajouter les personnes qui sont en train de mourir et qui apparaissent ailleurs en même temps. Oui, alors c'est un autre aspect du problème, sauf anecdotiquement, nous ne le traiterons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de messages envoyés sous une forme ou sous une autre, mais pas d'apparition. Et d'autre part, la scène, si j'ose dire, se situe non pas, comme vous le prétendez Emmanuel, à la première seconde de la mort, mais bien entendu à la dernière seconde de la vie. D'accord, évidemment. Juste avant. Et il est vrai que si la parapsychologie s'intéresse à l'après-mort, parce que vous parliez d'apparition, mais il y a deux sortes d'apparitions. Celle des personnes qui sont en train de mourir, qui sont justement en train de vivre cette fameuse dernière seconde, et celle des personnes qui sont mortes quelquefois depuis longtemps. Donc en réalité, nous avons au moins 2 émissions à faire sur les apparitions, au moins. Donc la question, c'est quelqu'un meurt quelque part. Ce quelqu'un est affectivement attaché à une autre personne. Et au moment où ce quelqu'un meurt, il n'y a pas de communication possible entre les deux, parce que c'est la distance. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple des jeunes filles qui se noient en Australie et leur tante qui vit en Angleterre. Donc, ne serait-ce qu'à cause de la distance, il n'y a pas de communication possible. Et pourtant, il y a une personne qui est informée de la mort de l'autre. Elle est informée soit simplement par quelque chose qui ressemble à un message télépathique, une idée qui vient dans la tête. Ça y est, mon ami, ma fiancée, mon camarade d'enfance est en train de mourir à l'instant là. Toutes mes autres préoccupations me sortent de l'esprit. Je n'ai que ça qui me brûle le cerveau. C'est-à-dire que c'est une certitude. Oui, c'est une certitude. Je n'ai que ça qui me brûle le cerveau. Vraiment, elle est en train de mourir. C'est le cas le plus simple. Mais il peut y avoir des phénomènes divers. Des phénomènes divers. Et je vous raconterai justement tout à l'heure l'histoire d'un médecin, un médecin de Pau, qui a vu toute une nuit des phénomènes se succéder. Et qui, le matin, a appris le décès d'un cousin qui lui était très cher. Et ainsi de suite. Donc, nous parlons véritablement du message, quelle que soit la forme de ce message, qui est envoyé juste avant de mourir. Alors, est-ce qu'il s'agit de télépathie ? Eh bien, écoutez, on en parle dans un instant, évidemment, dans les clés du mystère, avec Yves Lignon. À la dernière seconde de la vie, certaines personnes semblent envoyer un dernier message à une personne aimée. Alors, est-ce que Yves Lignon, il s'agit de télépathie ? On peut parler de télépathie pour la forme la plus simple de ce message. Mais il y a aussi bien d'autres choses. Ce qu'on peut penser, c'est que celui qui meurt, là, qui voit arriver ces derniers instants, qui se sait mourant, parce que je crois que quand on meurt, sauf si c'est accidentel, bien sûr, mais quand on meurt, on a conscience de l'approche de la mort. Mais celui qui est en train de mourir, envoyer toute son énergie, toute une espèce d'énergie psychique, j'emploie les mots que je trouve, parce que la science, elle patauge beaucoup à ce propos-là. Mais comme si celui qui est en train de mourir envoyait toute son énergie psychique en direction d'un autre, en direction d'une personne aimée. Alors, vous savez, Emmanuel, si la parapsychologie scientifique a grosso modo 150 ans d'existence, c'est pas beaucoup, hein, oui, tout à fait. Comparé à la géométrie, c'est pas beaucoup. Donc, ce problème du message du mourant est l'un des premiers qui a été étudié. Et dès 1883, une société de recherche britannique de Londres a commencé une enquête à l'échelle de l'Empire britannique de l'époque, c'est-à-dire de beaucoup de monde.
en disant, si vous avez reçu ce que vous pensez être un message au moment de la mort de quelqu'un, dites-nous-le. On a retenu 5700 cas, à peu près 5705 exactement, ce qui n'est pas beaucoup. N'oubliez pas que l'enquête portait sur la Grande-Bretagne, Canada, Australie, Afrique du Sud, etc. Ouais. Et qu'elle a duré 3 ans. Donc 5700 cas, ce n'est pas beaucoup. Ça montre bien que le phénomène est rare. Ouais. Mais parmi ces 5700, on en a retenu d'extrêmement forts. Il y a donc celui que j'ai déjà évoqué en Australie. Donc une famille d'origine britannique qui s'est installée en Australie puisque à l'époque l'Australie était une colonie de la couronne. Donc la famille est installée là depuis quelque temps. Bon, il y a 2 jeunes filles qui sont d'assez grandes jeunes filles qui sont en âge, si vous voulez, de sortir seules. Elles ont 16, 18 ans. Elles font des promenades en voiture à cheval. Et un jour, malheureusement, l'accident, en traversant une rivière à gué, les 2 jeunes filles se noient et le cheval se noie aussi. Ce qui est un détail un peu particulier. Eh bien, au même moment, en Angleterre, une tante reçoit cette espèce de flash. De fulgurance. Mes nièces et le cheval sont en train de mourir. Et à la fois, elle est profondément déstabilisée parce que c'est une nouvelle terrible. Oui. Ce sont 2 jeunes filles pleines de vie qui sont en train de mourir. Bien sûr. Elle est profondément déstabilisée. Et anxieuse. Et en même temps, elle se rend compte de l'extraordinaire de la chose. Oui. Comment peut-elle avoir cette pensée imprimée au fer rouge dans la tête ? Et bien entendu, elle en prend note. Quelques jours après, on aura la confirmation. La confirmation donc de la noyade des deux. Vous voyez, donc, et du cheval. Et donc, il n'y a rien d'autre que véritablement, à la lettre, une télépathie. Mais on a un autre exemple, celui d'une exploratrice célèbre, c'est toujours dans ce dossier-là de la Société de recherche de Londres, qui s'appelait à l'époque Miss Bird, si vous voulez, quelqu'un comme une Florence Artaud de l'époque. D'accord. Donc, qui était une personnalité connue, et qui, en voyageant aux États-Unis, avait rencontré un sorcier indien, un peau-rouge. Elle avait sympathisé avec lui, et elle l'avait surnommé Mountain Jim, Jim de la montagne, et en se quittant, et en se disant, nous ne nous reverrons plus jamais. Moi, je suis un sorcier indien qui reste dans mon village. Moi, je suis une exploratrice qui va et qui vient. Donc, au revoir, on ne se verra plus. Et Jim avait dit à Miss Bird, si nous nous reverrons au moment de ma mort. Et quand il dit ça, il est véritablement certain de ce qu'il dit ? Ah oui, il le dit tranquillement. Ou c'est juste une espérance ? Non, il le dit au revoir. Il dit, nous nous reverrons au moment de ma mort. Oui, comme on peut le dire comme ça, on se reverra au paradis, quoi. Oui, voilà. Bon. Mais Miss Bird se dit, qu'est-ce que ça signifie ? Au moment de sa mort, il va mourir là dans sa tribu. Bon, moi, je ne serai pas là. Je serai au pôle Nord, au pôle Sud, en Tanzanie, en Birmanie, je ne serai pas là. Et toujours est-il que 2 ans après, elle se trouve ni au pôle Nord ni au pôle Sud, elle se trouve à Genève, où elle donne des conférences. Elle rentre dans sa chambre d'hôtel, et qui voit-elle ? Vous voyez là, c'est l'autre extrême, l'apparition, Jim, qui est dans sa chambre, qui est là, debout, impassible, et dont l'image se dissipe au bout de quelque temps. Alors évidemment, elle se souvient de ce que Jim lui avait dit. Comme une évidence aussi ? Oui, nous nous reverrons au moment de ma mort. D'accord. Elle mène une enquête aussi vite qu'elle peut. Elle envoie des télégrammes en disant c'était tel jour, à telle heure, j'étais à Genève, je suis rentré dans ma chambre. Et elle mène des enquêtes par le bureau des affaires indiennes, etc. Ça prend un certain temps. Mais elle finit par recevoir une réponse. Oui, Jim est mort tel jour, à telle heure. C'est-à-dire au moment où elle pénétrait dans sa chambre. Un témoignage très fort et d'autres évidemment à venir dans les clés du mystère. Cet après-midi, dans les clés du mystère avec Yves Lignon, on parle des derniers messages au moment de la mort. Donc ce peut être l'idée de la mort de l'autre qui traverse comme ça, comme une fulgurance, l'esprit. Ça peut être donc une apparition, on l'a vu également, ou quelque chose, Yves Lignon, qui d'habitude est inerte et qui tout à coup va s'animer. Voilà, des objets qui vont devenir vivants, si on ose parler de vivants dans ces circonstances. Ouais. Donc j'insiste bien, Emmanuel, sur le fait que tout à l'heure, je vous ai donné les 2 exemples extrêmes. Oui. L'exemple bas, le simple message télépathique, l'exemple haut, l'apparition. Mais que dans la plupart des cas, pour ce phénomène qui est réel mais rare, ce qui se produit, ce sont
des comportements, si là aussi je peux employer le mot, d'objets. Alors voici un premier exemple, c'est le témoignage d'un peintre qui a eu sa notoriété à l'époque, première moitié du XXe siècle, Édouard Paris, et témoignage recueilli par Camille Flammarion. Donc Édouard Paris dit voilà, un jour j'étais sorti, mon père, ma sœur et une cousine qui était là en voyage, qui était de passage dans la famille, restaient à la maison, étaient en train de bavarder dans la salle à manger. Et d'un seul coup, ils entendent le piano qui est dans le salon, la pièce à côté, qui se met à jouer. Impossibilité physique. Il n'y a que 3 personnes dans la maison, elles sont toutes réunies dans la même pièce, et ce n'est pas dans cette pièce que se trouve le piano. La sœur du peintre, qui était un caractère peu porté sur la superstition, se lève, se déplace, le piano continuant de jouer, constate effectivement que le piano joue tout seul. C'est-à-dire que les touches, elle voit les touches bouger. Elle revient et elle dit à sa cousine et à son père, ben mon vieux, les souris, jusqu'où ça ne va pas se nicher. Pensant quoi, que la souris était dans le... Voilà, c'est une souris. Dans le cœur du piano. 3 jours après, arrive une lettre annonçant le décès d'un oncle d'Amérique. Oui. Alors, pour le moment, ça n'est qu'une coïncidence. Mais attendez, l'oncle des États-Unis était pianiste? Non. Il était très attaché Non, simplement, à sa famille en Suisse? C'est un oncle, bon, il est mort. D'accord. Il est mort, et puis on apprend ça juste après que le piano est fini de jouer. Alors, quand l'oncle meurt, on se dit, dans la famille d'Édouard Paris, là, il ne nous reste plus rien comme famille, en dehors de la cousine qui était là l'autre jour, de notre père et d'une tante. On pense ça, 8 jours seulement passent. Et le piano se remet à jouer. Okay. Toujours sans que personne soit devant le clavier. Qu'est-ce qui arrive en suivant? L'annonce de la mort de la tante. Et donc, le piano n'a plus jamais joué tout seul. Oui. Mais il est vrai que dans le cercle de famille d'Édouard Paris, il n'y avait plus personne, en dehors, encore une fois, des proches, le père, la sœur, la cousine, etc. L'oncle, les parents éloignés, il n'y en avait que 2, l'oncle et la tante, et ils étaient morts tous les 2, juste après que le piano ait joué tout seul. Et du coup, ils ont fait la relation entre ce piano qui jouait tout seul et ils ont raconté l'histoire comme je vous la raconte. Ouais. Et la sœur du peintre disait, la première fois j'ai pensé à une souris, mais pas la deuxième. Est-ce qu'il y a souvent des témoignages comme ça de piano qui bouge, je sais pas, de bougies qui s'ouvrent? Oui, il y en a des dizaines et des dizaines dans le monde entier. Oui. Mais à l'échelle du monde entier, ça fait beaucoup. Oui. Et en pratique, ça fait très peu. Quelques milliers pour tout l'Empire britannique, c'est une goutte d'eau dans ce que vivent tous les êtres humains qui sont sur Terre. Mais il n'empêche que le phénomène est réel, indiscutablement réel, même si on ne peut l'observer que très très rarement. Allez, les histoires extraordinaires d'Yves Lignon dans Les Clés du Mystère, le retour dans un instant. On parle de la dernière seconde de la vie. Certains humains semblent recevoir des messages de personnes qui sont en train de mourir. Et Yves Lignon, la parapsychologie ne parle pas de coïncidence. Ah non, c'est justement parce qu'on ne peut pas parler de coïncidence qu'il y a phénomène parapsychologique. Oui. La parapsychologie, c'est tout ce qui ne peut pas s'expliquer par le hasard, aussi extraordinaire et aussi rare que ce soit. Pour ce dont nous parlons aujourd'hui, Emmanuel, j'insiste, ça fait la 3e fois, j'espère que vous l'avez noté, pour dire, c'est bien une certitude, il y a des messages qui partent dans les instants précédant la mort, mais c'est extrêmement rare. Pour préparer l'émission, j'ai dû plonger dans les archives depuis 1880 jusqu'à l'an 2000, vous voyez, pour trouver des cas. Donc c'est rare, mais ce n'est pas parce que c'est rare que ça relève de l'imagination ou du fantasme. Et en même temps, vous n'avez pas pu expérimenter en laboratoire, on va dire, ce genre de choses. Vous comprenez bien qu'avec l'expérimentation, on commence à la tirer des témoignages. Oui. Et pour
pouvoir avoir l'idée d'une expérience, il faut avoir beaucoup de témoignages. Donc on fera peut-être des expériences sur ces questions de communication juste avant la mort dans un siècle ou deux. Bien sûr. Je n'y serai pas. Moi non plus. Yves Lignon, une autre histoire extraordinaire, je sais que vous en avez encore un petit peu dans votre cartable. Oui, alors celle donc d'un médecin de Pau. Et elle date très précisément, là elle est très documentée. Ça s'est passé dans la nuit du 4 au 5 juin 1948. Donc vous voyez, il y a environ 60 ans. Donc ce médecin apprend, à la fin de cette journée de juin, il apprend qu'un de ses cousins est gravement malade et est condamné. Comme il est médecin, il sait très bien de quoi il s'agit, et entre autres d'une maladie à évolution lente, et une maladie qu'à l'époque, on ne pouvait pas soigner. Quand ce médecin apprend la nature du diagnostic, il dit, avec le langage un peu gaillard qu'ont quelquefois les médecins, mon cousin est foutu. Voilà, il est foutu, mais il va quand même vivre encore un petit peu. Oui, pas tout de suite. Oui. Il ne va certainement pas mourir Demain. dans un an, mais pas demain. Bon, il dit ça, il en est affecté parce que c'est un cousin avec qui il est très lié. Et puis, bon, bien sûr, ce sont des nuits où l'on dort mal quand on apprend une telle nouvelle. Mais quand même, ce médecin est célibataire, hein, il vit seul. Et donc, il se met au lit vers 22h, 22h15, dit-il, et il éteint, il entend un bruit. Mais un bruit léger et en même temps bien présent. Et alors, il commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Et finalement, il se remémore, il pense à sa femme de ménage, c'est le bruit que fait la poussière quand on la déplace et quand il y en a beaucoup. Froute, froute, froute. Bah dis donc, il y en a beaucoup, oui. Oui, quand il y a une masse, Oui. une masse énorme de poussière. Quand on n'a pas fait le ménage depuis très longtemps. Voilà. Oui. Or, il se souvient que justement en se mettant au lit, il s'est dit que à la prochaine visite de sa femme de ménage, il allait un peu lui secouer, lui remonter les bretelles, parce que le radiateur de sa chambre, qui ne sert pas, évidemment, nous sommes au mois de juin, est d'une crasse incroyable. Il y a de la poussière partout, sur les barres du radiateur, etc. Alors, il est évidemment interloqué par ça. Du coup, il rallume. Il se lève. Le radiateur est impeccable, mais la poussière est par terre au pied du radiateur. Oh mon Dieu. Bon, comme s'il y avait eu un grand coup de vent. Oui. Il a entendu froute, comme si la poussière tombait en masse. Oui. Et effectivement, elle est tombée. Bon, il se rendort. Enfin, il essaie de se rendormir. Et un moment de plus passe, il entend un choc sur le plancher. Paf! Comme ferait un objet qui tombe un peu. Il rallume. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait la deuxième fois. Nous le racontons en riant, Oui. ou en plaisantant un petit peu. Ce n'est pas une histoire à plaisanter. Bien sûr. Et il découvre qu'une clé, il a 5 clés exactement, fixées à un crochet à la porte d'entrée de sa chambre. Une des clés est tombée. Mais elle n'est pas tombée à la verticale. Elle est au pied du radiateur. Comme si elle avait... Elle a fait des mètres et des mètres ? Oui, elle a fait un bon mètre. Un vol plané. Comme si elle avait rebondi, ou comme si elle avait fait un vol plané. Il ne le sait pas. Oui. Il a tendance, raconte-t-il, parce qu'il a fait un compte-rendu extrêmement détaillé. Oui. Il a tendance à penser que c'est un vol plané, parce qu'il dit, si elle avait rebondi, j'aurais entendu deux chocs. Bien sûr. J'en ai entendu qu'un. Bon, maintenant, je dormais à moitié, etc. Bon. Mais en fait, le fait que la clé se soit détachée est déjà bizarre. Il se dit aussi, il y en avait 5 sur le crochet. Bon, plus probablement, les 5 en même temps, le crochet qui se détache, mais pas une clé qui sort toute seule du crochet. Et il se rendort une fois de plus. Oui. Mais sa nuit, le pauvre homme, n'est pas terminée. Oh mon Dieu. Dans les clés du mystère, on parle des derniers messages envoyés au moment de la mort. Là, Yves Lignon, nous sommes en 1948. Un médecin sait son cousin condamné et la nuit qui suit l'annonce de cette maladie, ce médecin a du mal à s'endormir. Bon, il entend comme un grand coup de balai et constate que la poussière qui était sur son radiateur est tombée au sol, alors qu'évidemment, il est seul dans cette chambre. Deuxième phénomène, une clé tombe, mais pas au pied du crochet, mais un petit peu plus loin, un petit peu comme si la clé avait fait un vol plané. Et vous disiez que la nuit étrange de ce médecin n'était pas
terminé. Oui, nous n'en étions qu'au préliminaire, qu'au hors-d'œuvre. D'accord. Parce que donc ce pauvre homme s'est déjà réveillé 2 fois. Et encore une fois, il a rédigé quelque chose de très détaillé. Je m'étais couché et une vingtaine de minutes après, il y a eu l'histoire de la poussière. Je me recouche, demi-heure environ passe et il y a l'histoire de la clé. Donc il se recouche, il va être réveillé une 3e fois par une autre clé qui tombe dans les mêmes conditions que la première. C'est-à-dire un seul choc et la clé n'est pas au pied Et la du clé crochet. n'est pas... Mais c'est... Alors il se réveille, il va examiner le crochet. C'est en quelque sorte la clé numéro 2. Ce qui, il paraît impossible que cette clé numéro 2 soit tombée sans avoir poussé la clé numéro 1. D'accord. Les 5 clés étaient empilées sur le crochet. Et donc, la numéro 1 était tombée la première fois. Maintenant, c'est la numéro 2 qui tombe toute seule. Ah oui, parce que c'est un crochet qui tient en fait les 5 clés. Les unes sur les autres. D'accord. C'est la clé numéro 2 qui tombe, alors que la clé numéro 1 reste sur le crochet. Ah oui, là c'est quand même très Oui, étrange. ça devient de plus en plus Inquiétant. traumatisant. Oui. Bref, que faire hein? De toute façon, sinon se recoucher Oui. et en se disant, est-ce que c'est fini? Eh bien non, ce n'est pas fini. Le docteur a un bureau dans sa chambre. Un petit bureau, ce n'est pas le bureau de son cabinet de travail, il a un petit bureau pour, quelquefois avant de se coucher, terminer des papiers ou comme ça. Sur ce bureau, il y a une coupe dans laquelle sont déposés une paire de ciseaux et un crayon, mais un gros crayon, lourd. Oui. J'espère que vous comprenez, Emmanuel, que les 2 prochains chocs, mais successivement, Oui. ça va être ceux dans l'ordre du crayon, puis des ciseaux Oui. tombant par terre. Mais on est presque dans le poltergeist là. On est presque dans le poltergeist. Oui. Sauf que le poltergeist, on a raconté l'histoire du notaire de Rosenheim il y a quelques jours. Le poltergeist, ça a affaire avec quelqu'un de vivant. Et là, on peut dire effectivement, poltergeist, c'est le docteur qui est choqué par l'annonce de la maladie de son cousin. Bon, pourquoi pas? Oui. Mais enfin, il y a une différence avec le poltergeist classique. Bon. Et donc, allumer la lampe, remettre les ciseaux C'est dans la coupe, incroyable. remettre le crayon dans la coupe et retourner au lit. Espérant dormir. Oui, et la fois suivante, de nouveau un bruit de choc et de nouveau toujours après le même délai, le même laps de temps, environ demi-heure. Ouais. De nouveau un choc et là, le docteur tâtonne, alors il devait avoir du mal à se réveiller, le pauvre homme à force. Il cherche sa lampe, Oui. il ne trouve pas la lampe. Il se lève dans le noir, tant bien que mal. Il attrape son pantalon sur une chaise, il gratte une allumette. Le choc, le bruit qu'il venait d'entendre, c'était celui de la lampe qui était arrivée par terre, qui était passée de la table de nuit au plancher. Et sans le moindre dégât. Il la reprend, il la pose sur la table de nuit, il appuie sur l'interrupteur, elle s'allume. Ouais, la lampe n'est pas cassée. Non, alors, on peut se dire, est-ce qu'il n'aurait pas fait un faux mouvement dans la nuit? Justement, il commençait à être fatigué, énervé. Mais s'il avait fait un faux mouvement, fait voltiger la lampe, bien évidemment, c'est une lampe avec une lampe. Nous sommes en 1948 et il faut avoir une idée de l'ameublement de l'époque. Oui. Avec un globe en verre, de toute évidence, le globe aurait été brisé. Non, il dit bien dans son compte-rendu, la lampe avait été déposée par terre. Et là, il a pu s'endormir pour de bon. Eh ben, il a du courage déjà. Mais il n'en avait pas fini. Ah bon? Parce que, moi je vais en finir, parce qu'après il n'y est plus rien arrivé. Oui. Le matin, il se rase dans sa chambre. Il est torse nu, comme tous les messieurs qui se rasent. Il reçoit un choc dans l'épaule. C'était la fameuse clé qui volait à l'horizontale. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire, Emmanuel, vous vous en doutez, qu'en arrivant à son cabinet, Ouais. il a appris la mort de son cousin. Ah là là, alors Et- qu'il ne devait pas mourir. Oui, et qu'on lui a dit, on vous avait menti pour vous ménager. En réalité, on vous a annoncé le diagnostic hier soir, mais il était connu depuis longtemps. D'accord. Et on vous avait prévenu hier soir parce qu'on savait qu'il allait mourir très vite. Oh là là, on est dans tous nos états ici dans le studio. Évidemment, vous nous avez raconté une histoire absolument mais incroyable, magnifique, avec un bouquet final splendide.
Véritablement incroyable. Alors que penser, parce qu'on parle donc, revenons sur le thème du sujet, des témoignages envoyés au moment de la mort, quoi. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Ouais. Je vous ai présenté aujourd'hui 4 témoignages. Ouais. Les 2 jeunes filles australiennes, Mountain Jim, le piano et le docteur de Pau. Ces témoignages sont de nature très différente. Remarquez que dans le cas du docteur, cette histoire qui vous attend plus, Emmanuel, oui. il est quand même le seul témoin. Tout comme le cas de Mountain Jim. Il y a seule l'exploratrice, Miss Bird, qui dit « Je l'ai vu, j'ai fait une enquête ». Alors que dans le cas des 2 Australiennes, il y a le récit fait par la tante qui, le matin, met de suite par écrit ce qu'elle a dans la tête. Et dans le cas du piano, c'est encore mieux puisque nous avons 3 témoins. Oui, oui. 3 témoins et l'un d'entre eux, la sœur du peintre qui se lève, qui va le voir. Bon. Alors, c'est vrai, évidemment très différent. En droit, vous savez qu'on dit quand il y a un seul témoignage, c'est comme s'il n'y en avait pas. Ouais. Mais on peut se pencher sur la personnalité des témoins. Moi, l'histoire que vous ai racontée tout à l'heure, je la prends très au sérieux. Celle du médecin de Pau? Celle du médecin de Pau, Oui. parce que c'était quelqu'un de posé, parce que c'est quelqu'un qui a réfléchi, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, moi j'ai raconté l'histoire, mais si je peux raconter l'histoire, c'est que j'ai vu toute la documentation qui est autour. C'est quelqu'un qui a pris le temps de rédiger, qui a fait des notes d'abord, alors je me souviens bien de tous les incidents, etc., comment j'ai réagi, avant de remettre son rapport, et c'est pour cela que même s'il n'y a qu'un seul témoin, c'est extrêmement crédible. Il n'en a tiré aucun profit, il a pas... Non, mais non. Encore une fois, d'ailleurs, moi, je connais le nom de ce médecin qui, bien sûr, maintenant est décédé, Oui. parce que j'ai enquêté. Mais à l'époque, dans le rapport qui a été diffusé, il a été publié pour la première fois en France dans un livre en 1954, le rapport de ce médecin, il est désigné par ses initiales. Moi, il m'a fallu faire toute une enquête remontée par l'éditeur de ce vieux livre, etc. Pour savoir qui c'était. Pour savoir qui c'était. Donc, son témoignage est très crédible. Le témoignage du piano, là, on peut pas discuter. Ils étaient 3. Oui, mais en même temps, ils pouvaient être complices. Non, alors si vous voyez évidemment des complices partout, écoutez, si votre seul échappatoire, Emmanuel, c'est de dire il cherchait à tromper le monde et il s'entendait, bon ça, on peut le dire n'importe quoi, n'importe quand, et je vous l'accorde, c'est une hypothèse plus extraordinaire que l'hypothèse parapsychologique. Ah oui. C'est encore pire. Bon. Non, il faut être sérieux. D'accord. 3 témoins honorables qui confirment, etc. Le plus douteux de ces témoignages, c'est peut-être celui de Miss Bird, parce qu'elle avait besoin de se faire de la publicité. Encore une fois, elle avait besoin de se faire de la publicité pour ses conférences. Vous vous rendez compte, si on annonce, Miss Bird est à Genève, elle arrive à Lausanne, il y a un communiqué de presse, Miss Bird a vu une apparition, Miss Bird qui donne une conférence ce soir, les gens se déplacent, non pas pour voir l'apparition, mais la personne qui a vu l'apparition. D'accord, ok. Donc, elle peut en tirer profit, donc on peut mettre en doute elle a besoin de publicité parce qu'elle vit de ça, c'est pas une profonde malhonnêteté. Oui. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas eu apparition. Ça veut dire que si nous classons ces témoignages par degré d'intérêt, le sien, il est tout à la fin. Mais les autres suffisent bien, et en particulier celui du médecin et celui du piano, pour montrer qu'il y a un problème scientifique et qu'il ne faudrait pas se prendre pour des autruches en disant que ce sont des coïncidences. Non, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont d'énormes points d'interrogation. Et la parapsychologie, donc, en reste là. Essaie de comprendre. Et pour le moment, récolte tous ces témoignages, les trie, les analyse, en rejette certains, en garde d'autres. C'est ça la parapsychologie. Très bien, ça a été encore une émission riche, en émotions, là, vraiment, c'est extraordinaire. Si jamais vous avez loupé le début de l'émission, je vous conseille vraiment d'aller sur le site internet de sudradio.fr et de podcaster cette émission. On vous donne rendez-vous demain entre 13h30 et 14h30. À demain.